Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui analyse l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, aujourd'hui on va faire un petit point de campagne. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, cette campagne a avancé, pas forcément dans le bon sens pour Joe Biden, qui maintenant se voit dépassé par Donald Trump dans beaucoup de sondages. Pour Trump, c'est toujours le tribunal. Il a été à New York cette semaine pour l'affaire Stormy Daniels, avec un impact sur sa propre campagne qui reste pour l'instant assez limité, il faut bien le dire. Bon, rien n'est fait, il y a encore beaucoup d'éléments à prendre en compte, beaucoup d'eau qui va passer sous les ponts, mais franchement, Laurence, Joe Biden peut-il encore sauver sa peau ? En effet, Romain, les choses continuent à être difficiles pour le camp démocrate. Ces derniers jours, il y a même un petit souffle de panique qui se remarque parce que quelques mauvais sondages ont été relayés par la presse. Je pense à un article du Financial Times et un autre du New York Times. Il confirme deux tendances qu'on avait déjà vues ces derniers mois. La première, c'est que dans les 6 États clés, ceux qui vont faire l'élection en novembre prochain, seul un, le Wisconsin, voit Trump et Biden au coude à coude. Dans les 5 autres États, qui sont la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona et le Nevada, c'est Trump qui mène, et dans certains cas, on voit qu'il sort clairement de la marge d'erreur. Alors ça, j'imagine, c'est la première tendance, mais la deuxième tendance, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on voit dans ces 6 mêmes États flottants une érosion du soutien des jeunes et des minorités au camp démocrate. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Parmi les 18-29 ans, le soutien à Joe Biden et à Donald Trump est égal, ce qui est tout à fait inhabituel. Il en va de même pour les hispaniques. Et enfin, chez les Africains-Américains, dont je vous rappelle qu'ils votent en général à plus de 90% pour le camp démocrate, le soutien à Joe Biden dans ces 6 États n'est que aux alentours de 70%, c'est-à-dire que Biden a perdu 20 points de soutien auprès des Africains-Américains. Alors, est-ce que cette érosion auprès des jeunes et des minorités est liée à la situation à Gaza ? On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast, et on pense en particulier à la contestation sur les campus des universités américaines. Pas vraiment. Je reprends un sondage du New York Times. Parmi les électeurs qui ont voté Joe Biden en 2020 et qui déclarent ne plus vouloir voter pour lui en 2024, seuls 13% disent que la politique étrangère démocrate et la situation à Gaza constituent le facteur clé de leur décision. 13%, c'est quand même pas très important. Ces électeurs se décident en réalité sur d'autres éléments, comme par exemple la perception de l'état de l'économie américaine ou leur crainte d'un président beaucoup trop âgé avec Joe Biden. Donc ce que vous nous dites, c'est que toute cette contestation universitaire dont on parle beaucoup aux États-Unis comme en France, elle reste finalement assez minoritaire, non ? C'est l'impression que j'ai, et je vais vous donner un exemple. Dimanche dernier, le 12 mai, l'humoriste Jerry Seinfeld, que vous connaissez bien, et qu'on adore, a été invité à prononcer un discours lors de la remise des diplômes à l'université Duke. Ce discours très traditionnel, c'est lors de la Commencement Address. Lors du commencement de ce discours, on a vu quelques douzaines d'étudiants quitter la cérémonie pour protester contre le soutien de Jerry Seinfeld à Israël et son refus de condamner la situation humanitaire à Gaza ces derniers mois. Et c'est là qu'il faut faire attention aux chiffres. Aujourd'hui, on parle d'environ 65-70 universités touchées. Il y a quand même eu 2800 étudiants arrêtés par la police lorsqu'elle est arrivée sur les différents campus pour remettre un peu de calme. Mais à Duke, on voyait quand même, après le départ de ces quelques douzaines d'étudiants, une grande majorité des autres rester assis et écouter Jerry Seinfeld jusqu'au bout. En dehors de cette pomme de discorde immense sur le Hamas et Israël, vous évoquiez la perception d'une économie qui va mal. Et où est-ce qu'on en est sur ce point ? Là, il y a vraiment une injustice et peut-être même un mystère parce qu'au printemps 2024, les chiffres principaux de l'économie américaine sont vraiment plutôt bons. L'inflation est à 3,5%, le chômage est à 3,9% et la croissance en rythme annuel ce printemps est à 3%. Mais les dirigeants démocrates ont toujours du mal à inspirer confiance sur l'économie. L'index de confiance des ménages du Michigan, que je vous ai cité déjà à plusieurs reprises, était devenu plus positif en janvier-février, mais là, il semble retomber. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'électorat ne fait pas confiance aux démocrates sur ces questions-là, malgré une réalité plutôt apaisée. Mais alors, en parlant de confiance et de réalité, parlons de Trump et de son crédit à lui, et faites-nous un petit point sur l'actualité judiciaire de Donald.
Comme vous le savez, on est en plein procès sur l'affaire Stormy Daniels, lorsqu'il a payé cette actrice X pour qu'elle se taise lors de la campagne de 2016. Les témoins sont en train de se succéder à la barre. Stormy Daniels elle-même est venue raconter sa vision de l'affaire la semaine dernière. Et cette semaine, lundi 13, on a vu Michael Cohen, l'homme de main de Trump, qui a fait de la prison pour ses mensonges dans cette affaire, est venu témoigner à charge contre Trump, puisque maintenant il est complètement retourné. Ces deux personnes ont fait des révélations assez accablantes, donc, pour Donald Trump. En revanche, hier, mardi 14 mai, on a vu Mike Johnson, le speaker républicain de la Chambre des représentants, venir de Washington jusqu'à New York pour témoigner, lui, en faveur de Donald Trump et dénoncer un procès qui est une chasse aux sorcières des élites démocrates. Et le net de tout ça, c'est quoi comme effet sur la campagne ? Pour l'instant, on va parler de 2 effets sur la campagne Trump. Le premier, c'est que ça lui coûte très cher en frais juridiques, en frais d'avocat. On parle de 76 millions de dollars dépensés depuis janvier 2023, un quart de ses fonds de campagne au total, et ça le met très nettement derrière Joe Biden. Le second point, c'est que on peut quand même s'interroger sur le soutien de sa base. On a souvent dit, je l'ai dit moi-même, que sa base électorale adore le voir se présenter en martyr de cette chasse aux sorcières et ne va pas changer son vote pour lui. Cependant, le sondage CNN du mois d'avril que je vous ai cité tout à l'heure indique que 24% des électeurs de Trump se détourneraient de lui s'il était condamné, donc dans cette unique affaire Stormy Daniels. C'est beaucoup plus que les 6% qui étaient indiqués dans un sondage de l'automne 2023. Il y a peut-être là un risque pour la suite de la campagne de Donald Trump. Un autre point important, mais qui n'a pas de rapport avec les démêlés judiciaires de Trump, c'est son choix de vice-président ou de vice-présidente. Ah oui, alors ça c'est quand même un point important, parce que Trump, je le rappelle à tout le monde, et s'il est réélu, il aura 78 ans au moment de sa réélection, et il pourrait bien entendu avoir un problème de santé. Alors, qui sont les noms qui circulent pour le poste de VP ? Il semble qu'il y ait beaucoup de personnes sur les rangs, ce qui est quand même assez étonnant quand on voit que le dernier vice-président de Trump, Mike Pence, a failli être pendu par les émeutiers du 6 janvier 2021, émeutiers lancés contre lui par Donald Trump lui-même. Donc, se présenter pour être VP de Trump, il y a quand même un petit risque de sécurité. Mais enfin bon, les gens se battent au tourniquet et je ne vais vous citer que les plus connus. D'abord, Tucker Carlson, cet ex-présentateur de Fox. Ensuite, des sénateurs, Tim Scott, qui était candidat dans les primaires républicaines, qui est sénateur de Caroline du Sud. Et puis, J.D. Vance, sénateur de l'Ohio, et Marco Rubio, sénateur de Floride. Il y a pas mal de gouverneurs qui sont sur les rangs également. Je vous cite uniquement Sarah Huckabee Sanders, gouverneure de l'Arkansas, qui était porte-parole de la Maison-Blanche à un moment entre 2016 et 2020. Et puis, la représentante Elise Stefanik, représentante de New York. Mais attendez, je suis un peu déçu là. Vous ne citez pas Marjorie Taylor Greene, qui est la nouvelle passionnariat conservatrice des États-Unis. Elle est élue de Géorgie et elle est trumpiste au carré. Pourquoi elle n'est pas dans la liste ? Parce qu'elle adore semer le chaos à la Chambre des représentants et elle semble avoir été un petit peu trop loin ces dernières semaines. Elle a tenté de faire démettre le speaker Mike Johnson, dont j'ai parlé. Celui-là même qui a témoigné pour Trump. Exactement. Elle a tenté de faire voter la Chambre contre lui pour le sortir. C'était le 9 mai. Or, on a vu un vote bipartisan totalement inédit avec la majorité des démocrates et la majorité des républicains qui votaient pour conserver Mike Johnson dans ce poste de speaker pour éviter encore des semaines de chaos pour une réélection de nouveaux speakers. L'étoile de Marjorie Taylor Greene est donc un petit peu en train de pâlir. Je crois qu'il y a aussi une autre raison qui fait qu'elle ne peut pas être choisie comme VP par Donald Trump, c'est qu'elle est beaucoup trop médiatique et qu'elle pourrait lui faire de l'ombre, et ça, Donald Trump n'aime pas du tout. Elle a quand même conseillé à une journaliste de la BBC de fuck off devant les caméras, et ça, même Trump n'a pas été jusque-là, donc effectivement, il y aurait un risque d'outshine. Il y en a une autre qui a aussi grillé ses chances très récemment, c'est Kristi Noem, qui est gouverneure du Dakota du Sud. Alors, elle aussi est une Trumpiste en vue, et elle vient de sortir un livre pour renforcer sa visibilité dans les campagnes à venir. Seulement, dans ce livre, elle a fait une grosse bourde. Elle a expliqué qu'elle avait tué elle-même l'un de ses chiens il y a quelques années sur son ranch. Elle voulait certainement se donner l'image d'une républicaine intrépide et courageuse.
Or, sa description de l'affaire, qui est quand même un tout petit peu gore, a fait scandale. Et au lieu de passer tranquillement dessus, Kristi Noem en a rajouté. Elle a insisté, ajoutant des détails, expliquant qu'elle avait aussi tué une chèvre, qu'elle avait aussi tué 3 chevaux sur son ranch il y a quelques mois. Bon, bref, c'est un exemple typique de mauvaise communication politique. J'invite les étudiants à se pencher dessus. Dans cette course au VP, vous avez un pronostic ? Non, vraiment, je me garderais d'en faire un parce que c'est vraiment impossible de prévoir ce que Trump va décider. Ses critères sont quand même avant tout la loyauté et le sentiment de ne pas lui faire de l'ombre, ce qu'on a dit pour Marjorie Taylor Greene. Et donc, on ne sait pas du tout qui il sortira de son chapeau. Il ne rendra certainement pas sa décision publique avant la convention du Parti républicain qui a lieu le 15 juillet. On observe cependant que les donateurs du camp républicain, eux, soutiennent clairement Marco Rubio, issu des élites du Parti républicain, qui a une image beaucoup plus rassurante pour eux. Ouais, c'est toujours un peu l'idée du bodyguard de Trump, exactement ce qu'on avait fait avec Mike Pence, et on a bien vu ce que ça a donné. Eh bien, merci Laurence pour ce point très complet sur la campagne américaine. Nous aurons l'occasion d'en reparler et d'updater ça à échéance régulière. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.